comprendre les interactions entre Internet et l'expérience du réel, comment, grâce à Internet, le local peut tirer le meilleur parti possible de la mondialisation. Telles sont quelques-unes des réflexions auxquelles vous intéressez, Boris Baude. Vous êtes géographe et chercheur au sein du laboratoire COROS de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. COROS est un laboratoire pluridisciplinaire qui, comme son nom l'indique, s'intéresse à l'espace, l'espace que l'homme habite et qui les habite. Je vous remercie. Je suis désolé de me placer à cet endroit. Je pensais être discret comme tout le monde, mais le câble étant trop court, c'est aussi la tyrannie des réseaux. Donc je serai placé ici. Alors je vais parler en tant que géographe, et en particulier sur la question de la relation entre Internet et le local, avec une lecture du local qui m'a intéressé pendant ces 10 dernières années, notamment dans le cadre d'une thèse. Et je commencerai par cette petite citation de Jacques Lévy. Nous n'avons pas toujours le regard adéquat pour appréhender les phénomènes émergents. Nous tendons à les approcher avec des grilles de lecture anciennes et nous concluons alors que rien n'a changé. Ça a été un peu dit au début, à l'introduction de cette journée. Ça m'a toujours travaillé, c'est-à-dire les moyens dont on dispose pour lire le changement. Et en particulier, le local pose la question des échelles, cette question que j'ai présentée ici comme politique du multiscalaire, c'est-à-dire comment mener une politique, c'est-à-dire vraiment penser le vivre ensemble, l'organiser, dès lors qu'on est confronté à des échelles multiples, à des relations à des échelles extrêmement variées, et le local s'inscrit dans ces différentes échelles. Ça a été évoqué ce matin, notamment même pour le fait que l'échelle du local elle-même aurait changé ces 30 dernières années. Alors je commencerai par Internet, un lieu mondial. C'est une forme de provocation, mais ce fut celle de ma thèse. J'ai œuvré à convaincre de cela. Mais pour convaincre de cela, il faut se poser la question de l'espace, finalement, et ne pas prendre l'espace pour ce qui est situé, mais pour quelque chose qui situe. Et je renvoie à Leibniz, qui est, à mon sens, le philosophe qui a le plus éclairé sur cette question, lorsqu'il présente l'espace juste comme un ordre de la coexistence. C'est rien d'autre, c'est l'ordre des choses, et non pas les choses qui sont situées. Dès lors, on comprend que l'espace n'est pas matériel. L'espace est juste une façon, un agencement, une façon aussi pour nous de penser l'ordre des choses. Et dès lors que les relations entre les choses changent, eh bien, c'est le local aussi qui est questionné. Alors, pour rentrer dans cette problématique, je reprendrai encore une citation. Ce sera une des dernières. Jacques Lévy, justement, pour répondre au problème qui était posé, qui était sur la ville à l'époque, s'est dit, voilà, une façon de définir le lieu, ce serait un espace au sein duquel la distance n'est pas pertinente. Et c'est simple, c'est concis, mais c'est extrêmement complexe, puisqu'il n'est pas dit nul, il est dit pas pertinente. Et la pertinence, ça renvoie à un problème, à un jugement, à une appréciation, et on voit dès lors que le problème est plus compliqué qu'il en a l'air, c'est-à-dire qu'on va parler d'un lieu lorsque pour un problème donné, eh bien, on peut juger que la distance ne pose pas de problème. Que ce soit pour s'alimenter, pour tenir une main, pour s'informer, pour acheter un livre, pour nager, enfin, toutes sortes de choses. On ne va pas se dire qu'il y a un lieu en soi, mais qu'il y a un lieu pour un problème donné. Alors je prends l'exemple de Wikipédia, qui me semble être un des plus marquants. Personnellement, dans mes travaux, je l'appréhende comme un lieu, mais un lieu tout à fait réel. La question qui se pose, c'est le lieu de quoi ? En l'occurrence, c'est un moyen de consulter des informations, mais aussi de les produire. Et elles ne se produisent pas ailleurs. Il faut bien, à un moment ou à un autre, que convergent des actions individuelles autour d'un espace commun, et que, grâce à ce dispositif-là, il est possible de coproduire ce texte, de le transformer, de le juger, de l'apprécier. Et j'ai pris volontairement une page qui est modification 2, puisque cette page est sous-exploitée. C'est pour des utilisateurs actifs, je crois sensiblement 1/100 millième des utilisateurs qui ont cette pratique-là. Et ça questionne quelque chose plus largement, qui est l'opposition entre intelligence collective et ce qu'on peut appeler capacité distribuée. C'est-à-dire le fait que ce n'est pas tant qu'il y a de l'intelligence collective qui est là, c'est plutôt que la capacité, ceux qui souhaitent agir, ceux qui souhaitent créer, produire, ont la possibilité de le faire. Et s'il y a 100 000 fois plus de personnes qui tirent profit de ça que de personnes qui créent, finalement,
je dirais peu importe si l'œuvre se fait et si finalement ça advient. Et je pense que de ce point de vue-là, Wikipédia, c'est le lieu de cette coproduction. Et il n'est pas ailleurs et il faut le prendre au sérieux. Il y a un risque de matérialisme dans une pensée de ces objets qui les déréaliserait ou les ferait penser comme virtuels alors qu'ils ne sont tout simplement pas matériels. Je vous ai montré là à l'instant une page discussion pour montrer que c'est aussi un espace où va être discuté en marge du texte ce qui pose problème, notamment pour des modifications. Là, c'est un exemple sur Savoir où il y a quelqu'un qui met blabla parce que dans le texte, il est question de la différence entre l'anglais et le français, où nous, on a la différence entre connaissance et savoir, ce qui n'est pas le cas en anglais. Et puis quelqu'un dit on s'en moque, et puis il y a un débat sur est-ce qu'il faut l'enlever ou pas. Tout ça pour dire qu'il se passe quelque chose, ça a lieu, et ça a lieu effectivement là. Je prends maintenant d'autres exemples, comme Le Monde ou Radio France. Eh bien, on voit bien toute l'ambiguïté. Ici, on voit un enregistrement, il y a un plateau, donc un lieu territorial tout à fait classique. Ça renvoie à Radio France, qui est une radio qui normalement a une diffusion régionale. Et en même temps, on est sur Internet, et il y a marqué « Écoutez la radio », et ça en tout lieu. C'est-à-dire que vous soyez en Indonésie, en Australie ou au Brésil, vous pouvez cliquer et finalement écouter cette émission. Et ça pose là encore cette question de la localité. Je vous montre maintenant Art Project de Google, qui là questionne le musée, son rôle, qu'est-ce que c'est que de conserver des œuvres, de les montrer à un public, sous quelles conditions et qu'est-ce que les gens cherchent vraiment d'un musée. C'était évoqué à l'instant, c'est est-ce qu'on a envie de fréquenter le musée pour sa valeur symbolique ou est-ce qu'on a envie de regarder un tableau particulier. Ce sont des fonctions et des problématiques très diverses. Est-ce qu'on a envie de s'intéresser à la peinture utilisée, à des traces matérielles, des couches c'est une autre problématique. Et on voit bien que, selon les enjeux, le succès sera tout à fait différent. Vous avez entendu parler d'edX, qui est une des grosses plateformes d'enseignement à distance actuelles avec Coursera. Là encore, on voit bien comment ça pose des questions sur l'éducation, quel est le rôle d'une salle qui rassemble des élèves, quel est le rôle de l'enseignant, dès lors que des informations circulent plus librement, et que finalement, c'est plutôt la connaissance qui est l'enjeu, mais la façon de le transmettre, les conditions pratiques, l'implication des étudiants. Et on voit comment, là encore, se posent des questions sur une fonction territoriale, dès lors qu'on la décompose en des sous-parties, comme juste la transmission d'une information. Et le local, on voit bien pour l'instant, j'ai parlé essentiellement d'objets un peu mondiaux, comme si l'espace était neutre. Si on prend l'origine d'Internet, on voit bien comment, finalement, c'était au début un petit réseau, l'ARPANET en 69, sur la côte ouest des États-Unis, comment il est vite devenu, du point de vue de ses infrastructures, extrêmement mondial, et comment des services eux-mêmes, comme Facebook, se sont mondialisés progressivement. Et on peut voir que territorialement, il y a une diffusion qui part des États-Unis, qui touche l'Occident, puis après plus largement le monde, dont l'Asie. Et pour les tranches d'âge, vous voyez l'histogramme qu'on voit, on voit un aplatissement qui est la représentativité croissante des tranches d'âge, donc aussi une diffusion au sein de la population, donc pas seulement territoriale, mais à de plus en plus de personnes. Alors toujours sur cette question du local, je prends cette provocation, quelques objets que tout de suite on associe à la musique. Et la question qui peut être posée, c'est où est passée la musique ? Où est passée au sens que finalement, on voit bien que ces objets sont en difficulté, mais pourtant on écoute toujours de la musique. Vous l'avez bien compris, Internet est devenu une médiation très importante de ce point de vue-là. On connaît par exemple iTunes qui a réintermédié la musique, c'est-à-dire qui a profité du fait qu'elle a été ponctuellement matérialisée pour la diffuser dans le temps et dans l'espace. Donc le CD, la cassette, le vinyle, ce qu'on a vu tout à l'heure, ce sont des techniques spatiales qui permettaient de transmettre cette musique dans l'espace et dans le temps. Et qu'Internet, finalement, s'y prête tout à fait. Et il y a là eu une concurrence très très forte en termes d'arbitrage individuel. Et les individus ont vite compris qu'il y avait un enjeu très important. Et paradoxalement, si je prends cet exemple, c'est parce qu'ils l'ont compris plus vite que les acteurs principaux de ce marché. En l'occurrence, des majors ont résisté longtemps, se disant qu'elles maîtrisaient la logistique du bien matériel et que nécessairement, finalement, le MP3, ce n'était pas vraiment de la musique. C'était un moment où les gens n'étaient pas encore équipés avec des enceintes de qualité
sur leur ordinateur, il n'y avait pas encore de baladeur de qualité pour le MP3, il n'y avait pas encore des plateformes efficaces pour traiter la transmission de ce type de biens. Et finalement, on voit comment ils se sont retrouvés à un moment en difficulté, et il y a eu une nouvelle centralité, d'un côté iTunes, de l'autre côté des protocoles d'échange comme BitTorrent, et on voit que en très peu de temps, la façon dont circule la musique dans la société a radicalement changé. Mais le local, on le voit arriver petit à petit. Prenons Netflix, que vous connaissez peut-être, qui est un standard aux États-Unis de streaming de vidéos. Beaucoup de personnes ont ça et ils payent un abonnement et ça permet, pour sensiblement $10 par mois, d'avoir accès à une quantité considérable de films et de séries. Là, en l'occurrence, je me suis connecté depuis la France et il y a marqué « Désolé, Netflix n'est pas disponible dans votre pays ». C'est très très rare sur Internet d'être confronté à ce genre de choses. On voit bien comment il y a une tentation de réintroduire la frontière pour des questions essentiellement de réglementation et de droit. Mais c'est quelque chose qui advient de plus en plus. On voit comment petit à petit cette frontière se réintroduit. On voit aussi avec le débat autour de cette marque chinoise de routeurs, entre autres, parmi d'autres choses, qui fait polémique aux États-Unis, qui fait aussi polémique en France, où on se dit que ce petit objet qui relie les réseaux est très stratégique, et dès lors qu'on ne le fabrique pas nous-mêmes, on n'a plus l'assurance en fait, de ce qui passe par ce dispositif, et de est-ce que finalement on a l'assurance d'avoir bien fermé la porte, pour faire court. Et c'est une métaphore, la métaphore de la porte dérobée, mais c'est un enjeu actuellement qui est de plus en plus présent, et on se dit, fabriquons nous-mêmes notre matériel pour être sûr d'être bien chez soi, et que personne ne s'y trouve à notre insu. De façon plus anecdotique, le local se traduit aussi par cette petite recherche. J'ai tapé Copper sur Google, et vous voyez qu'apparaît Copernic, EPFL. Le PFL, c'est l'école dans laquelle je travaille. Vous allez me dire, le lien, c'est-à-dire qu'en deuxième résultat, il y ait EPFL, ne fait pas sens. C'est juste que c'est une cafétéria de l'EPFL qui s'appelle Copernic. Vous avez en dessous Coppers, une île. En fait, c'est tout simplement une commission pour les enseignants qui s'appelle comme ça. Et vous voyez comment Google s'est fait une spécialité, tout en étant une multinationale, en étant totalement mondiale, de localiser. Et d'ailleurs, ça s'appelle localisation dans le langage de ces sociétés-là. Et c'est un enjeu très important, c'est-à-dire d'à la fois être mondial et en même temps s'adapter de plus en plus aux besoins locaux pour rester finalement le plus central. Amazon est un autre exemple qui fait exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est une multinationale qui a une stratégie mondiale, mais qui en fait est un spécialiste de logistique qui s'adapte considérablement aux spécificités locales, que ce soit pour le traitement des produits, le type de produit qui intéresse, et aussi la logistique. Et puis cet exemple-là, que j'aime assez, qui maintenant est un peu ancien, c'est un exemple d'une publicité pour Microsoft sur leur site, sur la partie entreprise. Vous avez la version américaine, maintenant vous avez la version en Pologne. Et puis vous avez perceptiblement vu qu'il y a une chose qui a changé, un noir est devenu blanc. Ça a créé une telle polémique sur Internet que cette image a de nouveau changé le mois suivant. Et on voit là comment il y a eu en fait une stratégie de localisation. Une stratégie de localisation, c'est-à-dire s'adapter à un pays. Ils se sont dit qu'il était préférable de changer l'image sur Internet pour ce pays. Et finalement, l'espace mondial a réagi, d'autres pays, ce qui peut nuire à l'image de marque d'une entreprise comme celle-ci, qui a finalement rétabli l'image antérieure, quitte à déplaire localement. Et pour terminer sur cette dimension du local, il y a bien entendu des choses dont on a parlé, ces data centers. C'est parfois une sorte de quête. Beaucoup de villes aimeraient accueillir ces dispositifs-là, pour des raisons qui sont assez étranges, parce que ça prend beaucoup de place, ça n'emploie pas beaucoup de gens, ça achète du matériel qui, pour une large part, on ne fait pas nous-mêmes, et ça consomme beaucoup d'énergie. Ce qu'on peut dire est utile, mais est aussi un danger, ça l'a été évoqué. Et pourtant, c'est une sorte de quête, où on se dit, tiens, si je pouvais accueillir un data center, ce serait extraordinaire pour ma commune, pour l'image peut-être, mais j'y viendrai dans la dernière partie. Je pense que c'est une stratégie relativement mauvaise. Alors je continuerai sur un terme que j'appelle la synchorisation.
qui renvoie à Cora, tel que ça a été évoqué ce matin. C'est-à-dire, c'est un terme que j'ai proposé l'année dernière pour résumer une chose très importante pour laquelle on n'a pas donné de nom. On l'a pour le temps, on parle de synchronisation, c'est-à-dire se donner un temps commun. Là, c'est tout simplement se donner un espace commun. Mais c'est peut-être tellement important, comme celui-ci par exemple, qu'on ne lui a pas donné de nom à ce processus. Et pour le résumer, voilà le schéma suivant. L'action spatiale, elle s'oppose entre localisation et communication. La localisation, on connaît relativement bien, ça renvoie à des problématiques de contiguïté, je serai relativement court, on peut intervenir sur la densité et la diversité. La communication, en revanche, elle oppose transmission et déplacement, c'est-à-dire ce qui relève de la matière ou pas, qui est, moi en tant que géographe, moi, une distinction majeure, puisque les contraintes n'ont strictement rien à voir, les vitesses autorisées n'ont rien à voir, le coût énergétique imposé n'a strictement rien à voir, et on comprend qu'Internet s'inscrit dans la problématique de transmission. Et la question que je me suis posée ces dernières années, c'est que sur un schéma beaucoup plus large, qui a rapport avec l'interaction, si on considère que l'enjeu c'est d'interagir, c'est d'être ensemble, c'est de faire des choses, eh bien on a besoin de tout. Et c'est là-dedans que s'inscrit le local, c'est-à-dire il y a de la localisation, il y a des choses situées, des choses qu'on déplace, des choses qu'on transmet, mais selon les problèmes posés, on arbitre, on fait appel tantôt au déplacement, tantôt à la transmission, et l'un ne remplace pas l'autre. Pour boire un verre de vin avec un ami, Internet n'apporte strictement rien. Pour s'informer rapidement d'une cotation boursière lorsqu'on est investisseur, on préfère de loin utiliser Internet. Plus personne n'utilise d'autres technologies dans ce domaine-là. C'est tout simplement une question d'efficacité au regard d'un problème posé. Et le local, maintenant je terminerai là-dessus, sa force, c'est précisément d'avoir à proposer des choses qui lui sont spécifiques et qui sont irremplaçables. Milton Santos, un géographe brésilien, dans La nature de l'espace, disait en 1997, c'est le lieu qui offre au mouvement du monde la possibilité de sa réalisation la plus efficace. Pour devenir espace, le monde dépend des virtualités du lieu. Je trouve que ça résume très bien ce que j'essaie de dire, c'est que finalement, le lieu, si on considère que c'est cet espace du contact et de l'interaction, il est essentiel à la dynamique de toute société. Et prenons des petites situations comme ça, extrêmement diverses, on voit bien que ce sont des choses qu'on ne transpose pas sur Internet. Ça n'a pas de sens. Ce sont des choses extrêmement situées, localisées, complexes dans ce qu'elles peuvent avoir de symbolique. Et par ailleurs, on peut reprendre ce que j'appelle des lieux réticulaires qui ont des fonctions totalement différentes. Et l'idée, c'est qu'il ne faut surtout pas choisir entre les deux, se dire qu'on doit choisir. Il faut tout simplement tirer le meilleur parti des uns et des autres. Voilà, en transition vers le local, Google Maps avec une perspective oblique pour Bordeaux. C'est un des grands succès de Google ces dernières années, après le moteur. Ils ont anticipé une demande justement de contexte local, d'information spatiale. Ils ont créé des accords extrêmement complexes avec énormément de sociétés pour arriver avec une offre massive dès le début, avec des cartes, des images satellites, des photos aériennes, puis les vues obliques pour des raisons de concurrence. Ils se sont dit, malgré Internet, il y a un enjeu aussi de localité qui est important, et on va essayer de fournir des informations de toutes sortes, dont des informations locales. C'est un enjeu actuel qui est en plein développement, entre autres pour des raisons de géomarketing, mais qui finalement répond à des besoins largement exprimés. Couchsurfing, c'est une autre façon de lire cette articulation entre Internet et le local. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui propose à des gens d'être accueillis chez quiconque qui propose un lit et réciproquement d'accueillir des gens. Ça a l'air de rien, mais pourquoi j'en parle parmi toutes les choses possibles? C'est parce que ça présente quelque chose d'assez inattendu. C'est-à-dire qu'Internet a étonnamment ouvert la porte des maisons. Il n'y a pas beaucoup plus intime que d'inviter quelqu'un chez soi et imaginer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Or, c'est un succès considérable, vraiment, et croissant. Donc ça interpelle. Et ça repose sur un principe de confiance distribuée. Exactement la même qui est utilisée par Wikipédia.
C'est-à-dire que plus on pratique le site, plus on a une réputation et plus on est susceptible d'être accueilli. Et si à un moment on se comporte mal, notre profil va en être affecté et donc ça réduit l'intérêt, la motivation à mal se comporter. Sur Wikipédia, c'est sensiblement la même chose, il y a une forme de légitimité a posteriori. L'encyclopédie classique fonctionne sur la légitimité a priori, parce qu'il y a peu de place, parce qu'il faut faire des choix, il faut être légitime pour écrire. Wikipédia, parce qu'il n'y a pas ce problème de temps et de place, s'est dit tentons cette expérience absolument incroyable de laisser les gens faire et on va voir ce qui se passe, et puis ceux qui se comportent mal, on les élimine. Eh bien, Couchsurfing applique ça au territoire. Et c'est, je trouve, assez étonnant de voir comment ça touche à une des choses les plus délicates, grâce en fait à une intermédiation comme ça, qui surplombe et qui crée une sorte de pression sociale, certains appelleraient ça la surveillance, qui fait que le comportement va être relativement modéré par l'idée de problématique d'identité et de réputation. Ça n'empêche bien entendu pas les détournements. Je vais passer vite parce que le temps est sensiblement écoulé, sur les problématiques d'interface, notamment le prochain projet de Google qui a une problématique essentiellement locale, puisque c'est vraiment cette interface entre le numérique et le local, c'est rester présent, mais en même temps en ayant des informations contextuelles. Donc ils ont là encore identifié, projeté cet enjeu. Des problématiques comme celles-ci, qui sont pour moi des problèmes de mauvaise perception des enjeux du numérique locaux, c'est-à-dire comme cette tablette qui, parce qu'elle est fabriquée en France, serait intéressante, alors que l'essentiel de ses composants ne sont pas fabriqués en France. Et donc là, c'est l'assemblage qui est fait en France. Donc comme plus-value, je trouve ça un petit peu surprenant de valoriser le fait qu'en France, on s'est assemblé des choses qu'on ne sait pas fabriquer. Je terminerai par des locaux. Donc les locaux de Google de Zurich, à Zurich par exemple, qui sont particulièrement connus. Ceux de Google à Tel Aviv. Ceux ici d'une agence de pub en Chine, ici celle d'une banque à Melbourne. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que ces grandes entreprises ont compris que le local est essentiel, que ces personnes-là qui travaillent soit dans le numérique, soit dans des banques, soit dans des agences de pub, si on veut les garder, si on veut les intéresser, il faut qu'elles se sentent bien avec leur corps. Et au quotidien, avec toutes ces choses qui ne sont pas numériques et qui sont indispensables. Et pour attirer des personnes localement, parce que notre corps est situé, eh bien, le territoire reste essentiel. Et je conclurai là-dessus. Finalement, ce qui fait d'une ville une ville, c'est sa capacité à maximiser l'interaction sociale, à rendre énormément de choses possibles, dont des choses imprévues, et que ça demeure. Et que la ville reste l'espace privilégié de l'interaction, parce qu'elle a Internet plus tout le reste. Et donc, en fait, il me semble, pour résumer, que l'enjeu le plus important, localement, c'est de faire d'abord du local pour être plus mondial ou pas. Mais finalement, la Silicon Valley, c'est San Francisco aussi. C'est pas que la Silicon Valley. Et de ce point de vue-là, Sophia Antipolis, on en a un peu parlé, c'est un échec aussi parce que ça ne se commande pas. On ne décide pas, en rassemblant des gens avec des compétences quelque part, du fait qu'ils vont vouloir y rester et qu'ils vont travailler et qu'ils vont être innovants. Il faut beaucoup plus que ça. Voilà. Et je conclurai tout simplement sur le fait que les virtualités du local, eh bien, c'est tout ce qui fait que ce soit des lieux réticulaires, des lieux territoriaux, qu'ensemble, eh bien, on a la possibilité de faire des choses, quelle que soit la problématique donnée et le moyen donné. Et le local n'est pas, de ce point de vue-là, du tout contradictoire avec Internet. Je vous remercie. Merci.